Voilà notre invité ce soir, invité exceptionnel qui restera avec nous de 19h, donc 11h45 à 19h50. Merci Bernard Tapie d'être sur le plateau de BFM TV. Bonne année. La future? Oui, la future. Je ne peux pas vous le dire. Ça va être une bonne année pour vous. Oui. C'est une bonne année marseillaise, une bonne année dans le sud de la France, une bonne année demain. Le tribunal de Paris va homologuer votre reprise du groupe Hersant Média, associé donc à la famille Hersant. Vous allez vous installer à Marseille, vous allez vivre dans le Midi? Non, je vais vivre dans le Midi, mais c'est une décision que j'avais prise avant, il y a plus d'1 an. Avec mon épouse, on avait décidé de passer au moins 3-4 jours par semaine. Et d'avril, avec Internet et tout, c'est tout à fait possible. Donc vous allez habiter Marseille? En n'oubliant pas que je garde toujours une pièce de théâtre par an. Toujours. Donc vous allez vivre à Marseille? J'ai pas dit à Marseille, j'ai dit dans le Midi. Hein, Midi, c'est pas Marseille. Si c'était Marseille, j'aurais dit Marseille. Ma maman habite à Marseille. Mais moi, non. Et vous habiterez? À côté de Toulon. Saint-Tropez? Pas loin. Alors, voilà, vous avez été homme d'affaires, patron du football, animateur télé, je m'en souviens, ministre, député, comédien. Et ça, vous allez le rester. Oui. Vous êtes passé aussi par la case prison. Vous avez eu des problèmes financiers. Vous êtes redevenu riche. C'est une revanche aujourd'hui. C'est une manière. Une revanche. Oui, un retour, une manière de dire. Non, je suis toujours là, je rebondis. C'est voilà, je peux pas vivre simplement de souvenirs, ni des bons moments d'ailleurs. Il y en a, quand ils ont réussi un exploit dans leur vie, ils vivent avec toute leur vie. Moi, je me souviens pas ni des bons ni des mauvais moments. Je vis pour demain. Et je me sers par contre de ce qui s'est passé pour ne pas refaire les mauvaises choses et pour essayer de tirer parti des bonnes choses. Être propriétaire, être patron de presse, c'est une manière de compter, c'est une manière d'influer, c'est une manière d'être un faiseur de roi. Bon, je crois pas que ce soit ça la motivation première, ou alors ça se saurait. Je crois que c'est d'un seul coup. D'abord, ça m'a été proposé, comme d'ailleurs presque toutes mes activités. J'ai jamais eu une envie particulière. On m'a proposé l'OM, ministre, une émission de télé, bref. Mais par contre, c'est vrai que ça touche à tout ce que j'aime. Ça touche au sport, ça touche à la politique. Mais c'est pour jouer un rôle, c'est pour influer, c'est pour compter toujours dans ma vie fait des choses paysage. Pour jouer un rôle. Mais ça touche tout ce qu'on aime bien, le spectacle, le sport, la politique, le sociétal, bref, les affaires. Donc c'est une activité que j'adore. Ensuite, dans un secteur géographique, est beaucoup plus large que Marseille. On est toujours en train de parler Nice, que de Marseille. Monaco, la Corse. Le méridional, d'une façon générale, est quelqu'un avec qui je m'entends vachement bien. Peut-être parce qu'on a des défauts équivalents et aussi quelques qualités communes. Ce sont des gens... on dit bonjour dans les boutiques. Bah, c'est con ce que je dis. Mais voilà, on rentre, bonjour, et voilà. Il y a une humeur, il y a un tempérament, il y a un climat, il y a des excès. Oui, il y a des affaires, il y a de la violence, il y a des règlements de compte, il y a le fait que je me sens bien mieux à Marseille que dans beaucoup d'autres coins de France. Donc tout le monde va dire que vous allez faire de la politique à Marseille, que vous allez vous allez installer. Le dire, et non, mais là vous êtes en train de dire. Vous allez me poser la question et je vous répondrai, comme j'ai répondu jusqu'à présent, non. Qu'est-ce que vous allez apporter à cette presse écrite qui est en difficulté? Vous avez des projets, c'est quoi? Vous voulez faire, vous voulez décliner le produit, faire de l'internet, faire de la télé? Alors d'abord, on va essayer de rendre ce journal, ces journaux, puisqu'ils existent déjà, ils sont bien gérés, contrairement à ce qui a été raconté, ils vivent, les gens sont satisfaits, on a des études d'image qui montrent que c'est bien sûr perfectible, mais on va changer de dimension. Et quand j'entends dire, est-ce que vous allez faire de l'Internet, etc., c'est pas on va faire de l'Internet. L'Internet doit devenir, à très court terme, le réservoir numéro 1 de l'information et de la relation avec le citoyen. Parce que c'est un média direct, concret, qui permet aux gens d'échanger à toute vitesse. Et surtout, vous le voyez bien vous, je vous vois souvent dans le bandeau, si vous êtes témoin d'un événement, ben nous, c'est ça, mais sur le plan local. On a besoin de savoir tout ce qui se passe dans notre région. Ensuite, il y a un événementiel très fort dans cette région, parce que le climat le permet. Ça va du Festival de Cannes, Grand Prix de Monaco, Arles. Vous voulez être partout, évidemment. On veut être toujours le média numéro 1 sur ces événements qui se passent chez nous.
Et pour ça, il faut mettre du paquet, il faut mettre des moyens. Vous savez que vous êtes attendu avec beaucoup d'appréhension par les journalistes. Hein, moi, avec non, je trouve certaines inquiétudes. Non. Franchement, non, j'ai pas tellement. On sait, vos relations avec les journalistes sont très affectives. Ah, mais ça n'a ou rien vous à les voir. adorez, ou vous les détestez, non, mais j'ai ou pas vous de les invitez, ou vous les insultez. Non, attendez. D'abord, j'ai pas de relation à avoir avec eux. Celui qui a une relation avec les journalistes, c'est le directeur de la rédaction, ce sont les rédacteurs en chef, c'est eux qui ont des relations avec les journalistes. Bon, là, j'ai pas de relation à avoir. J'ai une ligne directrice à donner au journal dans son ensemble, sur la production, la distribution, etc. Puis après, c'est à eux de faire leur boulot. C'est pas à moi de faire le boulot d'encadrer ou de donner un sentiment sur les journalistes. Par contre, on va effectivement essayer de donner une charte qui sera volontairement acceptée par tous, ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés, pour qu'on soit sûr que, selon moi, un journal de province, c'est pas un journal engagé, c'est pas un journal d'opinion, c'est un journal de toutes les opinions. Chacun doit retrouver ce qu'il aime voir. On doit faire un discernement entre l'information et le débat d'idées. C'est important que le journaliste, qui a des engagements politiques, qui a foi en certaines valeurs, les fasse partager. Mais on ne peut pas mélanger l'information avec ses valeurs d'idées. Et vous dites aussi que pendant les campagnes électorales, toutes les sensibilités s'exprimeront, mais une fois qu'il y aura, alors, par exemple, le maire qui va être élu, parce que c'est la prochaine échéance en 2014... Vive le maire. Donc plus on se tait, plus de contre-pouvoir, on critique plus. Ça. Bah, mais si, attendez, mais vous êtes absolument obstiné sur le fait que votre boulot, c'est de créer du contre-pouvoir. Excusez-moi, votre boulot, c'est pas de créer du contre-pouvoir. Vous n'avez pas le pouvoir. Les gens qui ont le pouvoir, c'est ceux qui se sont présentés devant les électeurs. Que vous sachiez faire l'information, l'accompagner, l'explication, éventuellement même, effectivement, dénoncer. Et la critique. Mais ça, c'est d'accord. Mais quelle est cette manie de vous croire animé et surtout détenteur d'un contre-pouvoir? À ce moment-là, chacun de nous a un contre-pouvoir. Oui. Vous n'êtes pas le seul. Les syndicats, c'est un contre-pouvoir. Les chauffeurs de taxi, c'est un contre-pouvoir, puisqu'on s'exprime, on dit des choses. Moi, je crois, pour revenir à la question essentielle que vous m'avez posée, c'est valable sur le plan national. On ne peut pas continuer dans un pays qui est en crise. L'élection présidentielle vient d'être finie, et vous nous sortez toutes les semaines un sondage. Pour qui voteriez-vous si l'élection présidentielle avait lieu demain? Mais c'est du délire. Donc moi, je veux que la ville marche bien. Et je veux que la région marche bien, que les départements marchent bien. Ça veut dire quoi? Quand l'élection est finie, on est effectivement attentif à aider ces élus-là à réussir. Ça ne veut pas dire que quand tu auras une énormité, une connerie ou un truc, on ne le dira pas. Mais plus la région réussira, plus le département et plus la ville réussira, je m'en fous, moi, que ce soit Carlotti, que ce soit Gaudin, que ce soit un autre. Voilà, les candidats possibles. Mais il faut qu'ils réussissent. Et nous, on doit les aider à réussir. C'est ça la philosophie. Une fois élu. Dites-moi, donnez-moi un exemple. Comment vos journalistes vont traiter l'affaire Cahuzac, par exemple? Aujourd'hui, il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte. Comment ils vont la traiter? En disant factuellement, voilà. En disant factuellement, il y a eu une information qui est ouverte, une enquête préliminaire. Et puis à la suite de ça, ils ne vont pas commencer à expliquer puisqu'il y a une enquête préliminaire qui est ouverte, ça veut dire que... Non, ça veut rien dire d'autre. Ce qui veut dire ça veut dire 3 lignes, quoi. Ça veut dire l'AFP. Ça vaut 3 lignes. Ça veut dire l'AFP. Ça veut dire 3 lignes, parce que ça vaut pas plus que ça. Ça veut dire le fait. Après, ça vaut tous les déroulements du monde. Aussi bien si ça débouche sur le fait qu'il n'avait pas de compte, que sur le fait qu'il en avait un. Ce que vous ne respecterez pas. Car s'il n'en a pas, ça fera effectivement une brève. S'il en a un, ça va faire la une 3 semaines. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette affaire? Vous le connaissez, Jérôme Cahuzac? Je le connais pas. Et pour l'instant, franchement, j'ai vécu tellement d'expériences avec... pardonnez-moi de dire ça, mais avec Mediapart, que je prends tout ce qu'ils disent avec beaucoup de recul. Hein. Moi, j'ai vécu des trucs faux de A à Z. Quand je dis faux de A à Z, c'est pas l'ombre de quelque chose qui est vrai. Alors Et par contre, beaucoup d'autres médias, reprenant, cachés derrière l'information de Mediapart, ont dit, selon Mediapart, et badaboum, vos sous-titres, Mediapart nous informe que non. Mediapart a dit un truc, de temps en temps c'est vrai, de temps en temps ça l'est pas. Laissons faire maintenant la deuxième étape. Dieu merci, il y a la justice qui est saisie. Dites-moi, vous avez, y a des gens qui s'inquiètent et qui disent que vous avez fait une bonne affaire en rachetant ces journaux, peut-être même que vous les avez achetés un peu avec notre argent. Certains disent même, veulent une commission d'enquête parlementaire. Patrick Menucci, François Bayrou, vous êtes d'accord?
François Bayrou, lui, c'est son habitude. Il a toujours existé un peu plus chaque fois qu'il m'emmerdait. Et ça lui plaît. Ça lui plaît. Menucci, vous l'avez fait vivre deux jours. Hein. Il était connu. Il est aussi candidat nationalement. On a connu son nom dans toute la. Il m'a dit de vous remercier d'ailleurs. Il est ravi. Vous l'avez fait vivre pendant 2 jours. On a su qui c'était. Dieu merci, ça y est, on ne sait plus de nouveau. Et moi, je crois que c'est une très bonne idée, par contre. Figurez-vous. Vous voyez, l'enquête parlementaire pour savoir comment les choses se sont passées, je trouve que c'est une très bonne idée. Et d'ailleurs, je crois que la droite, d'après mon petit doigt, mais je ne suis pas sûr qu'il me raconte la vérité, est d'accord. Et ils vont être d'accord. Quand M. Menucci va présenter pour de vrai sa demande, je crois qu'il aura des partenaires qui vont dire « Ok, chiche ». Et du coup, vous allez produire la cassette qui montre que Arnaud Montebourg s'est impliqué dans l'affaire et qu'il a voulu vous mettre des bâtons dans les roues. Il n'y a pas de cassette. Non. Qui a dit que M. Montebourg avait mis ses mains dans ce cambouis-là? Qui l'a dit? Qui l'a dit? Il y en a un qui a dit Monsieur Montebourg a essayé. Pas du tout. Monsieur Montebourg a essayé toute la journée et il n'a pas réussi. C'est Menucci dans Le Monde le lendemain de notre accord. Oui, mais avant, vous l'avez dit. Non, mais Monsieur Menucci vous l'avez dit vous-même et vous avez même menacé de produire une cassette. Il n'y en a pas, elle n'existe pas. La cassette, c'est pas... Vous avez changé d'avis. Laissez-moi répondre. Hein, vous m'avez posé la question. Je vais juste prendre une seconde. La cassette, c'est pas une cassette qui a été enregistrée, c'est un haut-parleur qui a permis à plein de gens d'entendre la conversation entre le directeur général des journaux et le directeur de la société belge. Et là, on est tombé sur le derrière. On n'a pas cru ce qu'il a dit. On n'a pas cru ce qu'il a dit. Mais après, Menucci le dit dans Le Monde. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Mais à l'occasion de la commission d'enquête, Menucci dira s'il confirme ou si ça se trouve, c'est le journaliste du Monde qui a raconté des histoires. Hein. On va savoir. Vous avez, pendant l'affaire, vous avez dit je me retire parce qu'on intervient, parce que le groupe belge... Bon, apparemment, vous n'êtes jamais retiré. C'est ce que j'ai lu. On s'est retiré. Vous n'êtes jamais retiré, vous êtes resté en embuscade en attendant que ça se présente bien. Non. Et ça n'a rien à voir avec les discours officiels ou officieux. Non, mais c'est de l'habileté dans le business, mais pas du tout. Vous hein. aviez 18 banquiers autour de la table. Les banquiers défendaient leur intérêt. Leur intérêt, c'était de ne pas donner un accord sur le montant qu'on proposait. Ça n'avait rien à voir avec toutes ces salades autour. Dans ces conditions, ils ont signé à 15, et pas à 18. Or, pour que l'accord dans une conciliation soit valable, il faut que tous les créanciers signent. Dans ce cas-là, j'ai dit je me retire. Eux pensaient que j'allais mettre un peu plus. J'ai dit je me retire. Et je suis parti. Or, 3, 4, 5 jours après, il n'y avait personne. La réalité, c'est que tout ça, c'est la fumée. Il n'y avait pas un seul candidat qui mettait l'argent sur la table, qui garantissait les emplois, etc. Donc, tout le monde, y compris le Syrie, qui est directement rattaché au ministère de l'Industrie, m'ont dit « Revenez ». J'ai dit « Je reviens, mais je ne donnerai pas un centime de plus ». Et donc voilà comment les choses se sont passées. Et on est revenu, on a appliqué le protocole. Et enfin, les 18, mais j'en veux pas aux 3 banques qui ne voulaient pas. Les 3 banques ont tenté un coup, ils pensaient qu'il y avait peut-être d'autres offres, et raisonnablement, comme il n'y en avait pas, ils ont abandonné. Bernard Tapie, quand on vous écoute parler de la région, de nous, il y a quelques instants, on se dit que vous aurez du mal à résister à la politique. Mais pourquoi? C'est votre obsession? Non, c'est pas mon obsession. D'ailleurs, c'est celle peut-être de certains Marseillais. Est-ce que quand vous allez voir, par exemple, le Front National à Marseille, 30% législative au premier tour, 21% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle, vous n'aurez pas envie d'en découdre? Ça reste pas un de vos combats? Mais je peux faire ce combat en étant invité par vous en face de Marine Le Pen ou en face de mon grand ami, l'avocat que je connais bien et que j'aime beaucoup. Gilbert Collard. Bien sûr. Et donc, on peut combattre le Front National sans être obligé de se présenter avec un dossard. On fait un débat, alors. On fera un débat avec Marine Le Pen, si elle accepte. Avec tous ceux qui seront en situation de pouvoir prendre le pouvoir dans une région, dans un département, nationalement, parce que, voilà, la voix porte. Quand vous avez une voix qui porte, il faut la faire porter. Écoutez ce qu'a dit Marine Le Pen ce matin. Elle a fait une conférence de presse pour ses vœux. Elle a parlé de vous. 2012 a été marqué par la prise de contrôle des derniers fleurons du groupe Hersant, notamment par Bernard Tapie. Mais c'est bien en 2013 que nous pourrons
journaliste et simple citoyen, prendre toute la mesure de cette décision qui crée tout de même, il faut bien le dire, quelques inquiétudes au vu du curriculum vitae du personnage. Inquiétude, curriculum vitae du personnage. Oui, mais elle a raison d'être inquiète, je la comprends. Mais elle aura le droit de parler dans les journaux qui appartiennent à mon groupe, parce qu'elle représente une force politique importante, que moi je suis pour que des députés du Front National soient à l'Assemblée nationale. Et je vais même vous dire mieux. Leur chance d'exister un peu, c'est de leur donner les manettes. Dans toutes les villes où ils sont allés, ça a été une catastrophe. Ils ont été nuls. Ils n'ont rien réglé. Elle est nulle, elle ? Ah, je ne me permets pas de dire ça, je n'ai jamais vu en situation. Mais c'est en les mettant face à la responsabilité, face aux chiffres, face aux réalités que vous devez les juger. Quand vous êtes en dehors du coup, c'est formidable. Vous prenez un chirurgien qui n'opérerait jamais, mais il peut tout dire sur les collègues qui opèrent et qui font des morts. Pourquoi ça marche, Marine Le Pen ? Je crois qu'il y a plein de raisons. Il y en a qui sont justifiées parce qu'il y a un fond de xénophobie, il y a un fond de racisme sur 3-4% des gens qui existent depuis toujours. Puis il y a des gens qui sont passés de la gauche à l'autre côté. Je parle en partie du Parti communiste, qui sont des gens qui souffrent et qui pensent toujours que aller du côté de ceux qui dénoncent ceux qui vous font souffrir, c'est faire avancer le schmilblick. Et puis il y a encore une tranche pas grande, qui est issue de l'amertume et de la déception de la droite, qui trouve elle n'est pas encore assez à droite. On se retrouve dans un instant. Ils ont déjà fait pourtant un bon chemin, mais il leur manque encore un peu. On va en reparler dans un instant. Bernard Tapie, vous restez avec nous bien sûr. C'est le journal de Rachid et Bernard Tapie revient en deuxième partie. Voilà, on commence par l'affaire Cahuzac. Rachid, elle rebondit ce soir. Oui, le parquet de Paris a en effet ouvert une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale visant le ministre du Budget. Et cela à propos d'un éventuel compte en Suisse. Jérôme Cahuzac salue en tout cas ce soir l'ouverture d'une enquête et il se dit convaincu d'en sortir blanchi. François Gapillon. L'affaire éclate le 4 décembre dernier. Mediapart affirme que Jérôme Cahuzac a détenu un compte bancaire caché en Suisse jusqu'en 2010, compte dont les avoirs auraient depuis été transférés à Singapour. Des informations qui, selon le site internet, corroborent celles avancées dès 2008 par un agent du fisc. L'élément central dont dispose Mediapart, c'est un enregistrement dans lequel un homme présenté comme Jérôme Cahuzac évoque son compte chez UBS. Ce document, c'est l'avocat Michel Gonel, ex-rival politique de l'actuel ministre dans le Lot-et-Garonne, qui dit le détenir depuis 12 ans. Et il laisse entendre que la bande a été donnée à Mediapart par un autre ancien opposant, Jean-Louis Bruguière. Mais l'ex-juge affirme avoir détruit cet enregistrement sans même l'avoir écouté. Depuis le début de cette affaire, Jérôme Cahuzac dément formellement toutes les accusations de Mediapart qui fait désormais l'objet d'une plainte en diffamation. Il assure par ailleurs avoir entamé une démarche pour demander à UBS de certifier qu'il n'a jamais détenu de compte dans cette banque. Pas de réponse pour le moment.
François Hollande reçoit ce soir les autorités religieuses pour les traditionnelles cérémonies de vœux. L'occasion d'aborder directement la future loi autorisant le mariage pour tous et qui rencontre une vive opposition, on le sait, notamment de la part des catholiques. Pas de discours, fait savoir l'Élysée, juste une discussion informelle entre le président de la République et les dignitaires religieux. Le CFCM a retiré sa plainte en diffamation contre Jean-François Copé. C'est le Conseil français du culte musulman. Oui, ces représentants des musulmans de France recevaient cet après-midi le président de l'UMP qui a exprimé ses regrets sur l'interprétation faite de sa déclaration sur les pains au chocolat. Alors écoutez les explications tout de même assez confuses de Jean-François Copé. C'était l'occasion pour moi de donner des éclairages sur ce qui a été cette anecdote du pain au chocolat, qui était en réalité un énorme contresens dans la manière dont ça a été interprété. Et la manière dont on a déformé cette histoire du pain au chocolat en dit long sur le fait que certains ont voulu créer un contresens à l'inverse des propos que j'ai tenus. C'était très important pour moi de venir m'en expliquer avec le président du CFCM, M. Moussaoui, mais aussi avec M. Zekri et l'ensemble des membres du bureau pour leur dire aux uns comme aux autres combien je regrettais l'instrumentalisation qui avait été faite de ce contresens. Et c'était important pour nous d'avoir cet échange et j'ai été heureux qu'il puisse avoir lieu. Voilà. Le secrétaire général de l'enseignement catholique conteste formellement avoir commis une faute en invitant les établissements privés à débattre du mariage pour tous. Vincent Payon avait mis en garde les recteurs contre les risques de dérives homophobes. Écoutez la réponse d'Éric Delabarre. Pour répondre plus précisément sur la question du respect des personnes homosexuelles, vous comprendrez que je ne peux pas accepter qu'on laisse entendre que nos établissements auraient ou susciteraient des comportements pénalement répréhensibles. Au nom du respect de la dignité de chaque personne, qui est le cœur de notre projet éducatif, l'enseignement catholique accueille tout le monde et prétend contribuer à la lutte contre toute forme de discrimination. Du réfifi à l'extrême droite ? Oui, Florian Philippot, le vice-président du Front National, s'en prend à l'hebdomadaire Minute, qui affirme qu'il existe un lobby gay très actif dans l'équipe dirigeante du parti, lobby qui empêcherait d'appeler clairement à manifester contre le mariage pour tous le 13 janvier prochain. Marine Le Pen nie, en tout cas vous allez l'entendre, toute division au sein du FN. Je crois qu'il ne faut pas chercher, encore une fois, de division ou de là où il n'y en a pas. Je sais qu'un certain nombre sont tristes. Je comprends bien que quand il y a des divisions, ça permet d'écrire des papiers et puis ça donne un petit peu de corps. Mais en l'occurrence, je suis désolée de les décevoir. Il n'y a pas de division au Front National, ni sur le fond d'ailleurs. Parce que il faudrait quand même pas que la forme prenne le pas sur le fond, hein. Ni sur le fond, ni d'ailleurs sur la forme. Voilà Marine Le Pen qui s'est aussi exprimée ce soir sur une chaîne de télévision syrienne proche du pouvoir de Bachar el-Assad. Elle y dénonce l'ingérence étrangère en Syrie. Gérard Depardieu sera finalement jugé en correctionnel pour conduite en état d'ivresse. Le comédien ne s'est pas présenté ce matin dans le bureau du vice-procureur où il devait comparaître suivant la procédure du plaidé coupable. La direction de Virgin Megastore va déposer le bilan dès demain devant le tribunal de commerce de Paris. Annonce faite à l'issue d'un comité d'entreprise qui s'est tenu ce matin en présence de l'actionnaire majoritaire qui, selon les syndicats, aurait refusé de prendre ses responsabilités pour financer le volet social d'une éventuelle liquidation de l'entreprise. 1000 emplois sont concernés. Et puis le corps retrouvé ce matin dans un canal de l'Oise est très probablement celui de Bruno, le jeune trisomique disparu le 18 décembre dernier près de Compiègne. La procureure dit en avoir la quasi-certitude et ajoute que le corps ne porte pas de traces suspectes, privilégiant ainsi l'hypothèse de la mort accidentelle. On finit avec la météo pour demain. Et encore une perturbation qui va arriver demain, donnant de faibles pluies. Cette perturbation va aborder les régions des Pays de Loire, en passant aussi par le Nord-Pas-de-Calais. Ailleurs, toujours de la grisaille, à l'exception des reliefs et du pourtour méditerranéen. Les températures seront en baisse demain matin de moins 4 degrés à Aurillac, à 9 degrés pour Brest. Merci beaucoup Rachid. Restez avec nous, c'est tout de suite évidemment le Politico-Zap de Tatiana Renard-Barzac. Voilà, on le passera tout à l'heure chez Alain Marchal. Restez avec nous, c'est Bernard Tapie qui revient juste après la pub.
Merci Bernard Tapie d'être notre invité ce soir. Donc à partir de demain officiellement patron, actionnaire du groupe Persan Média, donc les plus grands journaux du sud de la France, mais aussi quand même un accro de la politique, un ancien ministre, un ancien député. Ça me manque pas. Hein. Ça vous manque pas? Ah, ça me manque pas du tout. Non, j'ai pas. On se reparle dans un an. J'ai pas gardé un souvenir qui me permette de dire aujourd'hui, ah là, qu'est-ce que j'aimerais de nouveau. Hein. Non, vraiment. On en reparle dans 6 mois, un an, avant les municipales, après. Vous étiez le chouchou de François Mitterrand quand vous étiez ministre de la Ville. Il paraît. Il vous appelait pour discuter avec vous de temps en temps. Assez souvent. Alors, aujourd'hui... Parce que je l'amusais. Moi, j'étais en admiration totale parce que c'était un homme exceptionnel. Et puis lui, puis il savait que ça emmerdait un peu les autres, donc ça l'amusait beaucoup. 17e anniversaire de sa mort aujourd'hui. Ouais. François Hollande, c'est son héritier? En tout cas, il copie beaucoup. Et il a raison, parce que comme il n'avait jamais exercé de responsabilité ministérielle, on fait sa propre expérience, il n'y a que celle-là qui compte, sauf si on suit l'expérience de ceux qui vous ont précédé. Et ce n'est pas le plus mauvais modèle qu'il prend en prenant Mitterrand. François Hollande, sur notre plateau en juin 2011, je voudrais qu'on écoute ce que vous disiez de lui. Il y en a deux qu'on entend. À chaque fois, c'est Obama et Sarkozy. Vous voyez Hollande, là, parler de quoi et avec qui? Ils ne savent même pas qui il habite, ils ne savent même pas qu'il existe. Madame Aubry, elle a cette dimension. Elle a occupé des postes très importants. Lui, aucun. Voilà, c'était en juin 2011, avant les primaires. Et aujourd'hui, il y en a d'autres qui disent le contraire de ça. Vous vous rendez compte que vous devez faire un apprentissage à la fois d'être ministre avec ce que ça comporte, d'être Premier ministre avec ce que ça comporte, et d'être président. Il a mis moins de 6 mois. Donc il est arrivé là pour vous, ça y est? Ah bah, vous le voyez, enfin, il ne ressemble pas à ce qu'il a dit et à ce qu'il a fait dans les meetings à Blanc-Ménil ou au Bourget, etc. Hein. Sur la finance. Et pareil avec son Premier ministre. Les deux n'avaient jamais exercé de fonction ministérielle. Comment vous pouvez penser que d'un seul coup, ils vont arriver, toc, ça se passe? C'est impossible. Il n'y a pas un métier que vous pouvez faire comme ça. Mais pour vous, aujourd'hui, il a changé. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait forcément. Mais maintenant, il a fonction et il a fait le tour. La preuve, c'est que vous voyez, il ne dit plus jamais le monde de la finance, vous allez voir ce que vous allez voir. Ouais, il parle des 75% quand même si c'est retoqué par le Conseil constitutionnel. Les 75% sur les impôts, ça n'a rien à voir avec dire je vais dresser le monde de la finance quand vous empruntez 9 milliards par mois. 9 milliards par mois. Et vous ne pouvez pas en même temps leur dire vous allez voir ce que vous allez voir. Donc, il y a des choses qu'on peut dire, d'autres qu'on ne peut pas dire. Il reste encore une dimension et qu'il aura, lui, alors plus que tout à régler, c'est comment on peut satisfaire les exigences de ceux qui sont sur la ligne plus à gauche, plus à gauche, plus à gauche, et de ceux qui sont sur la ligne plus réaliste de... Mélenchon-Cahuzac, il y avait le débat hier soir chez nos confrères de France 2. Je ne veux pas personnaliser, je dis simplement, c'est pas que des personnes, il y a vraiment des gens qui ont cette conviction qu'on peut faire de l'autogestion, qu'on peut régler les problèmes en faisant des coopératives ouvrières, qu'on peut nationaliser. Je veux dire, il y a des gens qui le pensent. Arnaud Montebourg. Non mais, je vous dis, je m'en fous, je fais pas de politique, moi, laissez ça aux hommes politiques de s'entrer dedans. Donc, il y a des vraies convictions là-dessus. Et il y en a vraiment qui disent, on n'est pas, nous, assez puissants, même si c'est pas faux. On n'est pas assez puissants, nous, tout seuls, pour imposer, et à l'Europe et au reste du monde, un mode opératoire dans lequel on serait les seuls. C'est impossible. Juste un mot, justement. Il est quand même très impopulaire, François Hollande, aujourd'hui. Record d'impopularité dans les sondages d'aujourd'hui. C'est de l'humeur. Il ne faut pas confondre la popularité, c'est-à-dire l'opinion qu'on a, avec l'humeur. Je veux dire par là, vous refaites les élections présidentielles, je peux vous garantir que vous avez le même résultat. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pas votre ami Nicolas Sarkozy qui y reviendrait? Ah, j'aurais préféré, moi, de très loin. Mais aujourd'hui, il ne reviendrait pas. Il ne reviendrait pas plus qu'au moment des élections. Les sondages, face à des événements sans une élection à proximité, vous donnent une indication sur l'humeur des gens, pas sur l'opinion des gens. Grande différence. Et François Hollande, vous savez, Jean-Marie Le Pen ce matin a dit il pourrait dissoudre, en fait, il sera obligé d'interrompre son quinquennat tellement il est impopulaire. Alors franchement, on est dans une telle volatilité d'humeur que la dissolution, elle n'est préconisée
que lorsque vous exprimez dans la part de ce que le peuple exprime, pas seulement une retenue, une colère sur celui qui dirige, mais un appel de ceux qui ne dirigent pas. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, c'est le cas des Français? Ils sont en train de dire vivement que la droite revienne en ce moment? Je ne crois pas, mais... Donc, dissoudre pour... ou alors, c'est pour se donner envie de faire confirmer. Mais pour l'instant, je veux dire, c'est... Attendez un peu, quoi. C'est pas tout de suite. Hein. C'est pas l'actualité, à mon avis. Et vous avez pensé à partir en Belgique, à Londres? Non, moi, j'ai des filiales partout dans le monde. J'ai des structures partout dans le monde. Mais elles ont un point commun. Aucune n'est offshore. Je sais que pour les journalistes, c'est un peu difficile de comprendre. Délocalisée. La société offshore, c'est celle dont on ne sait pas identifier le propriétaire, l'ayant droit. Et une société qui n'est pas offshore, c'est celle qui, n'importe où dans le monde se trouve, on sait à qui elle appartient. Et c'est mon cas. Elles sont toutes directement la propriété de GBT. Et donc elles ne sont pas... Donc elles sont aucune offshore. À l'étranger. Et vous-même, personnellement... Mais moi, je suis trop franchouillard. Moi, c'est impossible. J'avais cette conversation avec un de mes copains. Le but suprême de l'existence, quand on a une femme, des enfants, une famille, des copains, etc., c'est où est-ce que tu veux vivre pour être le plus heureux. C'est pas où est-ce que tu veux vivre pour être le plus riche, où est-ce que tu veux vivre pour payer moins d'impôts ou plus d'impôts. Où est-ce que tu veux vivre pour être le plus heureux. Et moi, j'ai beau chercher, et j'ai un point commun avec beaucoup d'étrangers, car je vous signale que le pays qui vient en premier chez les étrangers, à part le leur, c'est la France. Ça veut dire qu'on passe notre temps à s'auto-flageller. Donc vous n'êtes pas d'accord avec tous ceux qui dénoncent le matraquage fiscal? Je ne dis pas ça, je le dénonce. Mais comment contre les riches, c'est ça? Sur le matraquage fiscal, je vais vous faire une confidence. J'ai pas payé les SF pendant 15 ans. Eh bien, ça m'a beaucoup manqué, vous voyez. Et je suis pas mécontent de le payer de nouveau. Vous voulez dire que vous préférez le payer? Je préfère le payer. Et je vous le souhaite, je ne sais pas si c'est votre cas. Vous allez voir que c'est chiant, on n'est pas content. Mais en finale, c'est quand même assez sympathique. Donc les 75%, s'ils reviennent d'une façon ou d'une autre, si vous devez les payer, vous les payerez. Ça, c'est ridicule. Non, mais ça, c'est ridicule. C'est ridicule. Il y a un moment donné où faire payer parce qu'on a le sentiment de participer à un besoin fort, ça veut dire vous faites la démonstration que c'est utile. Demain, vous dites, voilà, ceux qui ont plus de temps d'argent par mois, ils n'ont plus d'allocation familiale. La sécurité sociale rembourse plus leurs médicaments. Le machin. Et vous faites le total. Et vous dites, voilà, ça va rapporter tant. Mais là, faire une mesure, rien que pour dire, vous avez vu les riches, on va les étrangler. Ça rapporte rien, mais c'est symbolique. 200 millions. Voilà. Alors, quand on commence à faire symbole, on fait symbole contre symbole. Et le symbole que les gens comprennent à ce moment-là, c'est quoi? Ça vaut pas le coup de se lever le cul le matin pour essayer de faire mieux que ce qu'on faisait, parce que de toute façon, on va passer d'une justice de classe à l'envers qui vaut pas mieux que la justice de classe à l'endroit, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, les deux sont minables. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à la place alors? C'est ce que vous dites. Plutôt faire des économies, ne pas donner autant d'avantages, différencier les avantages selon les revenus. Au fur et à mesure que vous avez de l'argent, vous pouvez vous enlève satisfaire un certain nombre d'avantages. Et vous laissez ces avantages à ceux qui n'ont vraiment pas les moyens. Vous allez à l'hôpital, vous payez l'hôpital. Et puis, alors, c'est pas dramatique. Et au moins, vous justifiez cet effort-là, vous le comprenez. Ça permet à des gens qui n'ont pas l'argent d'aller à l'hôpital gratuit. Mais dire, voilà, toi, tu gagnes plus d'1 million, alors je vais te prendre 60 000. Ça, c'est pas bien. Gérard Depardieu, il a raison. Écoutez, moi, j'ai envie de vous dire basta sur Depardieu. Voilà. Hein, je suis un artiste et un fan admirateur d'un mec qui est un énorme acteur. Énorme. Qui nous fait pleurer, rire, qui nous touche, etc. Bon, Depardieu, c'est un mec exceptionnel comme acteur. Dès qu'il est plus acteur, il fait ce qu'il veut, où il veut. Ça me regarde pas, je m'en fous complètement. Je vais pas le prendre comme modèle, vous non plus. Mais il vous agace ou vous avez de l'affection, là, avec toute cette saga, cette série télé permanente où il joue son propre rôle? Alors, je vais vous dire quelque chose. C'est un grand clown. Et c'est un grand clown un poil blessé. Parce que j'ai l'impression que sa nationalité, il y tient comme à la prunelle de ses yeux. Car rappelez-vous, quand son fils a pris 1 an de prison ferme, très blessé, qui était totalement démesuré. Je vous rappelle qu'à l'époque, vous avez tous oublié, le jugement c'était, ça peut vous servir de vous appeler Depardieu, mais il y a des fois, ça doit vous desservir. Voilà, moi, je suis tombé sur un comme ça un jour aussi.
Un mec qui m'a expliqué que j'étais rentré partout par effraction, qu'il était temps de payer. Il s'appelle Montgolfier. Et qui a dit dans une émission de télé récente, si c'était pas tapis, il n'aurait pas fait un jour de prison. Mais c'est quoi cette justice? Si c'est pas tapis, c'est-à-dire il y en a, dans le code pénal, c'est marqué particulièrement l'article machin, tapis doit payer. Ce que je veux dire par là, c'est que il avait, le soir même, amené son passeport sur le plateau, je crois que c'était TF1, et il avait menacé, parce qu'on ne voulait pas mettre son fils en conditionnel, de déchirer son passeport, déjà, si son fils n'était pas traité comme tout le monde. Ça veut dire que ce mec, il s'installe dans une espèce de paradoxe. Il dénonce et en même temps, il dit c'est sacré, puisque pour qu'il le mette en avant, il le trouve sacré. Donc, il trouve que la nationalité française, c'est sacré. Il a défendu les auteurs, les acteurs, les cinéastes, tout le monde. Bon, on va pas foutre ça en l'air parce que Toretton, il a fait une colique. Enfin, franchement, on ne peut pas les comparer, quoi. Il vous manque Nicolas Sarkozy, vous l'avez soutenu, vous lui parlez. Mais moi j'aime bien Sarkozy, j'aime bien. Je lui parle pas beaucoup parce que les circonstances de la vie font qu'on n'est pas proche. Comme j'ai toujours dit, j'ai pas été invité au Fouquet, j'y serais allé, hein. J'y serais allé, mais j'étais pas invité. Mais voilà, je l'ai vu se défoncer, se battre comme un fou. Et vous qui avez combattu le Front National, quand dans sa campagne du deuxième tour, où on a vu certains ont dénoncé, y compris à droite, y compris à l'UMP, l'influence de Patrick Buisson, trop à droite, flirtant avec des idées qui sentaient un peu les années 30. Est-ce que ça vous a pas choqué? Non. Enfin, Sarkozy qui a flirté avec les années 30. Mais enfin, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est impensable de dire des trucs pareils. Alors, ce qu'on peut reprocher, c'est d'avoir mis sur la table des sujets qui font des débats, qui sont utilisés, entretenus, pour que notre pays se divise un peu plus sur des sujets qui sont pour moi à gerber et qui ne correspondent pas. Parce que quand vous regardez les classements, à chaque fois c'est drôle. Vous avez vu, c'est un black qu'on a chassé un autre dans les 50 hommes français préférés. Hein, c'était Noah, maintenant c'est machin. Et puis le deuxième, c'est Nagui. Et puis le troisième, c'est Zidane. Et puis le quatrième, c'est pour un pays raciste, merde. Hein, et bon, donc ce serait une folie que de penser que c'est en allant à l'extrême droite. Mais d'un autre côté, il faut cesser. Au prétexte que nous sommes des moralistes, nous devons traiter les choses avec recul, ne jamais dire qu'un noir, c'est un salaud parce que c'est un noir. Non, quand un noir est un salaud, c'est un salaud. Oui, et moi, parce que je les adore, voilà, j'ai le droit de le dire, t'es un salaud. Mais non, il est noir ou il n'est pas noir, il est le même que l'autre. Donc il ne faut pas non plus passer d'une espèce de rejet de l'autre parce qu'il ne vous semble pas à l'évangélisme total en niant les réalités. Surtout quand on n'habite pas dans ces quartiers. Moi, j'étais ministre de la Ville. Je peux vous dire qu'il y a des quartiers invivables. Invivables. Bon, il y a une période, c'était des Polonais. Il y a une autre période, c'était autre chose. Maintenant, c'est des gens qui sont nés de l'immigration parce que c'est le bas de la société. C'est toujours les plus malheureux qui font les crimes. Hein. J'ai deux questions pour finir. L'OM... En un mot, évidemment, vous allez retourner à Marseille. Oui, mais il faut changer d'actionnaire. Il faudrait avoir un actionnaire riche comme le PSG, le Qatar, un truc comme ça. Ça serait l'idéal. Ouais. Mais bon, elle est riche, mais c'est pas son argent. Enfin, elle est premier. Enfin, pour l'instant, elle est premier. Et Lyon aussi. Donc, ça veut dire que, vous voyez, l'argent suffit pas toujours. Mais malheureusement, dans le cas de figure, le PSG sera champion de France. Justement. Ça, il n'y a pas de doute. Et il faudrait que l'OM essaye de... Voilà, vous essayerez de jouer un rôle là-dedans? Comment? Vous joueriez un rôle là-dedans? Je peux pas. Là, je peux pas. Moi, je veux que Nice gagne la Coupe de France. Je veux que Ajaccio, Bastia reste en D1. Je veux que Toulon gagne la Coupe d'Europe de rugby. Oui, j'ai de quoi être gâté. Je vais être sur tous les stades. Le mariage gay, vous êtes pour? Évidemment, moi, je ne comprends même pas la question. Que ça gêne quoi? Enfin, en quoi ça gêne? Si ça pouvait faire tenir un peu plus les mariages hétéros, car les hétéros gueulent parce qu'il y a un mariage gay, on n'a jamais foutu le mariage par terre autant que maintenant. Il y a un divorce sur deux tous les je sais pas combien. Donc c'est une réhabilitation du mariage en fait. Ah bah putain, ils y tiennent plus que les hétéros en tout cas. Donc je suis pour, évidemment. Et l'adoption aussi? Alors l'adoption, quand vous prenez un petit marmot qui est sans parents ou qui est à l'assistance publique ou qui vit en Afrique et qui meurt de faim, je préfère que ce môme il soit sur les bras de deux pères ou sur les bras de deux mères. Alors, par contre, faire de la procréation, là, ça pose un autre problème. Pourquoi? Parce que j'engage la vie de quelqu'un qui n'existait pas
Et je ne sais pas comment il réagira et s'il sera heureux plus tard. Donc j'engage d'une manière ou d'une autre son destin. Il y a peut-être un moyen de combiner les deux. Je vais y réfléchir. J'aimerais bien, vous voyez, dans mon rêve, qu'on fasse des enfants, une femme homo avec un homme homo. Et ce seraient des couples reconstitués où il aurait un père, une mère connus. Voilà la proposition de Bernard Tapie donc, sur le mariage gay. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous. Merci. Et puis, bon, voilà, on va suivre vos aventures de presse. Si vous voulez venir faire des piches, allez faire. C'est gentil. Écoutez, je continue en tout cas à être sur BFM TV. Merci d'être venu. Restez avec nous dans un instant, c'est Alain Marchal. Et je vous retrouve avec Olivier Mazan. Mais j'ai pas dit mon dernier mot.